Bon, donc là, on prend une première partie où on va essayer, on revient sur l'occupation. Et ma première question, c'est, on a parlé tout à l'heure de ce que suscitait l'aventure coloniale, en particulier dans la littérature, dans le livre, dans la formation de la première jeunesse. J'aimerais bien savoir comment, à l'époque, l'un et l'autre, vous ressentez le thème de l'Empire français. Est-ce que dans cette période de l'occupation, vous le ressentez comme un thème qui structure, qui vous séduit, qui vous met en mouvement, ou bien non? C'est-à-dire qu'on est tellement épouvanté par ce qui vient de se passer en France, parce que je crois que c'est difficile d'imaginer le choc que ça a été, que la défaite, pour des gens de notre génération, mais pour toutes les générations, mais même pour des gens de notre génération, de voir la France complètement occupée, bon, on savait qu'il restait l'Empire, mais enfin, on était surtout préoccupé par ce qui se passait en métropole. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ah, puis très vite, on a été sollicité par des tas de préoccupations qui étaient toutes bêtes, comme de trouver à bouffer, comme de sortir malgré toutes les contraintes qui étaient imposées à la libre circulation. Ce qui fait que, si, l'Empire, pour nous, ça existait, mais c'était vraiment tout à fait en dehors directement de nos préoccupations. On était trop jeunes pour avoir des préoccupations vraiment politiques. C'était des réactions à ce qui se passait autour de nous qu'on avait, mais pas vraiment des réactions à caractère politique. C'était pas un espoir. On avait 14, 15 ans, c'était pas... Ça a commencé à ce genre de préoccupations, c'était dans les cerveaux des gens qui avaient plus de 20 ans quand même. Mais puis ça dépendait aussi du sort de la guerre. On avait tout à fait conscience, parce que les Italiens et les Allemands ne se cachaient pas pour le dire, qu'ils démantèleraient l'Empire français à la paix. Si donc c'était les Allemands qui avaient gagné, et on n'était pas sûr du contraire jusqu'en 1942 même, c'était donc pas quelque chose de virtuel. Vous comprenez ce que je veux dire? Vu de France, c'était pas... Enfin, Vichy en faisait beaucoup de... Si je me souviens bien, on en parlait beaucoup aux actualités. Hein, de l'Empire, de ce qu'on y construisait, de ce qu'on y faisait ou de ce qu'on n'y faisait pas, etc. Mais non, je ne pense pas que c'était une consolation. Vous le ressentez comme un thème de propagande, mais pas comme une réalité vécue, en fait. Si, mais elle n'interférait pas de façon fondamentale. Vous comprenez? Si, bien sûr que c'était une réalité, on savait que ça existait, mais on savait, d'une part, pas que si ça durerait, hein, puisque, je vous dis, les Italiens voulaient l'Italie, qu'est-ce qu'ils voulaient? Non, la Tunisie, Nice, etc., ils le criaient sur les toits. Les Allemands voulaient récupérer des trucs aussi en Afrique, donc on ne savait pas, et probablement le Maroc et des trucs de ce genre, donc on ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Et d'autre part, dans notre vie quotidienne, on était content pour eux qu'ils ne soient pas occupés, mais enfin c'est tout. Et à partir de 1942, à partir du débarquement à Alger, au moment où la France libre semble vraiment prendre de nouvelles bases et avoir presque reconquéri totalement l'Empire, là, pour les gens qui croient en la résistance, ne prend pas plus de matérialité? Ah bah si, parce que on était content de savoir que l'Algérie, enfin toute l'Afrique du Nord, était libérée. Hein, c'était quand même quelque chose d'important, au point de vue population, au point de vue... ça se rapprochait. C'est-à-dire, si je peux ajouter quelque chose, que dans ce que décrivait tout à l'heure Anne-Marie, c'est plutôt l'état d'esprit, disons, entre 39 et 42, 42, début 43. À partir de 43, l'espoir revenait. Bon, l'espoir était déjà chez des pionniers, hein, mais des êtres que j'appellerais des êtres d'exception, qui n'ont jamais perdu l'espoir. Mais là, oui. Voilà, quand tu veux. Vas-y. Avant, c'était... On va reprendre à partir de là. D'accord. Ouais. C'est bon.
Oui, donc vous disiez que c'était pas la même chose en fait à partir de 42-43, ce thème de l'Empire. Non, certes, parce que avant, la plupart de la population française était assommée par ce qui venait de se passer. Alors, ça, c'était la majorité. Puis il y avait une toute petite frange de la population française qui avait marché dans le jeu de la Révolution nationale, de refaire un homme nouveau, enfin toutes ces... Dès qu'on parle d'homme nouveau, moi je commence à trembler. Et là, une partie de la population avait marché dans cette direction, mais pas aussi importante qu'on a lié à une certaine époque. Et puis, bon, les pionniers qui avaient résisté, qui n'avaient pas perdu l'espoir, et qui, dès le départ, avaient résisté aussi, n'étaient pas non plus la foule. Les gens étaient à la fois estomaqués par ce qui venait de se passer, qui était vraiment une catastrophe énorme, et puis préoccupés très vite, sollicités très vite par des problèmes de survie, par des problèmes de protection des malheureux, de cacher les juifs, parce que beaucoup de gens l'ont fait, même s'ils n'en ont pas parlé. Et donc les préoccupations, savoir quel allait être l'impact de l'Empire sur ce qui se passait, ça passait vraiment au second plan. Ça servait surtout de propagande pour Pétain et sa clique qui nous envahissaient de beaux sermons et l'Empire jouait son rôle dans ces sermons-là. Je pense que ça s'est renversé du moment où les Français, enfin cette masse qui en dehors d'essayer de protéger les malheureux, les persécuter, restait quand même un peu attentiste sur le plan, disons, politique général, parce que, bon, ils avaient perdu l'espoir. Cet espoir est revenu avec le débarquement des Américains, enfin des Alliés, en Afrique du Nord. Et là, l'Empire a repris une grande place dans les préoccupations, l'appréciation de l'évolution de la guerre dans les esprits des Français, et c'est sûr. Et que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que la France a, dans sa grande majorité, basculé vraiment dans la résistance. Peu à peu, bien sûr, ça ne se fait pas en d'un jour. Je veux bien qu'on revienne à Clermont-Ferrand sous l'occupation, donc vous y étiez, vous habitiez là, à ce moment-là. Et les sensations qui sont les vôtres comme adolescent, Presque pré-adolescent, vraiment, adolescent tout juste, oui. Oui. Eh bien, bon, oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'étais surtout, me souviens, j'ai vu très tard à la télévision d'ailleurs le fameux film de Max Ophüls sur Chagrin et la pitié, qui pour moi c'est une calomnie du début jusqu'à la fin. Comment penser que... D'abord, je pense que où il est jamais allé à Clermont-Ferrand, où il n'a jamais interrogé des gens de Clermont-Ferrand pour faire ce film, il est parti sur une idée a priori, et puis il l'a développée jusqu'au bout. Comment penser que cette ville, dans laquelle s'était réfugiée, repliée la faculté de Strasbourg, avec tous ces Alsaciens et Juifs nombreux dans cette région, comment penser que cette ville, qui a été le creuset ultérieurement des maquis qui se sont formés un peu partout et qui ont eu certains leur heure de gloire au Mont-Mouchet ou ailleurs, dans tout le Massif central, comment penser que cette ville ressemble à la description qui en a été faite dans ce film? C'est pas possible. Il y a bien sûr eu, avec la proximité de Vichy, des magouilleurs, des gens qui ont profité de la situation, probablement il y en a eu, mais c'était une infime minorité par rapport à l'ensemble de la population, et puis par rapport aux résistants qui ont laissé leur nom, et qui sont connus et qui ont dirigé toutes les opérations offensives qui ont eu lieu à partir d'un certain temps contre les troupes d'occupation.
je ne comprends pas ce qu'on a voulu faire avec ce film. Voilà.